Bousculade provoquée par une distribution d'aide alimentaire au Maroc. Au moins 15 personnes ont perdu la vie au cours de l'incident. Visite du président soudanais Omar El-Béchir en Russie jeudi. Elle intervient peu après la levée des sanctions américaines visant Khartoum. Puis les homosexuels vivent dans la peur au Nigeria. Ils sont passibles d'une peine de prison allant jusqu'à 14 années. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, mesdames, messieurs, bienvenue. On démarre cette édition par le Maroc où au moins 15 personnes, dont des femmes venues chercher de la farine, sont décédées ce dimanche dans un village de la région d'Essaouira. L'incident est survenu au cours d'une bousculade provoquée par une distribution d'aide alimentaire. Voici les détails. 15 morts et 5 blessés. C'est le bilan provisoire mais dramatique de la bousculade survenue ce dimanche matin sur une place du marché de Sidi Boulalam lors de la distribution de farine de blé, un événement organisé chaque année par un notable local installé à Casablanca. On faisait la queue quand beaucoup de monde est arrivé dans des pick-up et à moto pour se mettre derrière nous. Et c'est là que la bousculade a commencé. Nous sommes venus pour recevoir l'aide alimentaire, mais c'était mal organisé. Des femmes ont commencé à se bousculer, des barrières nous sont tombées dessus. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident et établir les responsabilités. Immigration clandestine, le ministère algérien de la Défense a relevé l'ampleur des tentatives de quitter le territoire national de manière illégale. 200 Algériens candidats à l'immigration sur les 286 ont été interceptés vendredi au large des côtes d'Oran. Reportage. Près de 300 Algériens ont été interceptés à 450 km à l'ouest d'Alger, au large des côtes d'Oran, alors qu'ils tentaient de rejoindre illégalement la rive nord de la Méditerranée à bord de plusieurs embarcations. Une situation qui révèle l'ampleur de l'immigration clandestine en Algérie. Et pourtant, une loi algérienne votée en 2009 punit jusqu'à 6 mois d'emprisonnement toute tentative de quitter le territoire national clandestinement. Elle punit également les passeurs de peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de réclusion. Mais malgré cette loi, des Algériens tentent régulièrement de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée et ce même au péril de leur vie. Déjà fin septembre, la presse avait révélé que 165 Algériens ont été interceptés au sud de la Sardaigne par les gardes-côtes italiens. Le président soudanais Omar El-Béchir est attendu jeudi en Russie. Il s'agit là de sa toute première visite peu après la levée des sanctions américaines visant Khartoum. L'annonce a été faite par Kremlin ce lundi. Voici les précisions. Le conseiller du Kremlin a confirmé pour jeudi la visite d'Omar El-Béchir sur le territoire russe. Il n'a toutefois pas dévoilé le programme du président soudanais. Initialement prévue en août, cette visite sera le premier déplacement d'Omar El-Béchir en Russie. Elle intervient quelques semaines seulement après la levée de l'embargo américain à l'encontre du Soudan par l'administration de Donald Trump, qui poursuit la politique de détente de l'ancien président Barack Obama à l'encontre de Khartoum. Le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale CPI en 2009 et 2010. Mais ces mandats ne semblent pas l'inquiéter, le chef d'État soudanais continuant de voyager dans certains pays sans être inquiété. Omar El-Béchir est poursuivi pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, province de l'ouest du Soudan. Une région en proie depuis 2003 à une guerre civile qui, selon l'Organisation des Nations Unies, a fait 330 000 morts.
Direction le Kenya où la Cour suprême a rejeté ce lundi les 2 recours qui réclament l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier, organisée après l'annulation du scrutin du mois d'août. La Cour a décidé à l'unanimité que les recours ne sont pas fondés. Le président Uhuru Kenyatta pourrait donc être investi le 28 novembre prochain. On fait le point à travers ce reportage. La Cour suprême du Kenya a rejeté lundi les 2 recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier, organisée après l'annulation du scrutin du mois d'août. À travers cette décision, elle valide la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. À la suite d'une telle décision, pour laquelle le jugement détaillé sera rendu ultérieurement, le président Kenyatta, au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre prochain pour un nouveau mandat de 5 ans. Les 2 recours avaient été déposés par un homme d'affaires associé à un député proche de l'opposition et par 2 responsables d'ONG. Ces recours mettaient en cause notamment le manque d'indépendance de la commission électorale, incapable selon eux de garantir un scrutin équitable. La décision de la Cour suprême met un terme à un processus électoral qui a profondément divisé le pays et durement affecté son économie. Mais la crise, elle, est encore loin d'être terminée. Après 2 semaines de calme, la tension était remontée d'un cran vendredi avec la mort de 3 personnes tuées par balle lors d'une manifestation de l'opposition réprimée par la police à Nairobi. Pendant ce temps, au Zimbabwe, Robert Mugabe résiste toujours ce lundi à tous ceux qui le somment de mettre un terme à son règne de 37 années. Le chef de l'État zimbabwéen, même menacé par un ultimatum de son parti, s'accroche. Dimanche, alors que le Zimbabwe tout entier s'attendait à ce qu'il remette sa démission, le président Mugabe, démis de la direction de son parti, a une fois encore refusé contre toute attente de quitter ses fonctions. Le parti du président Robert Mugabe le somme de quitter le pouvoir ce lundi sous peine d'une procédure de destitution. Un ultimatum royalement ignoré par le plus vieux chef d'État en exercice au monde, Robert Mugabe a en effet créé dimanche soir une énorme surprise et une certaine confusion en ignorant les nombreux appels à sa démission et son éviction de la direction du parti, la ZANU-PF, intervenue quelques heures plus tôt. Lors d'une déclaration prononcée en direct à la télévision nationale, le chef de l'État a même déclaré qu'il présiderait le mois prochain le congrès de la ZANU-PF. L'opération à laquelle j'ai échappé ne constituait pas une menace pour notre ordre constitutionnel bien-aimé, ni une remise en question de mon autorité en tant que chef d'État et de gouvernement, ni même en tant que commandant en chef des forces de défense du Zimbabwe. As Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces. The Congress is due in a few weeks from now. Le congrès du parti ZANU-PF est prévu pour dans quelques semaines. Je présiderai ces procédures qui ne doivent pas être précédées par des actes visant à le miner ou à compromettre les résultats aux yeux du public. Undermine it or to compromise the outcomes in the eyes of the public. Lors de sa réunion d'urgence dimanche, la ZANU-PF a remplacé son chef par l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, qui dans la foulée a été nommé candidat officiel du parti à l'élection présidentielle de 2018, en lieu et place de Robert Mugabe. Comrade Idi Mnangagwa was elected Emmerson Mnangagwa a été élu président et premier secrétaire de la ZANU-PF en attendant la ratification par le congrès extraordinaire prévu du 12 au 17 décembre 2017 et a été nommé candidat à la présidence du parti pour les élections générales de 2018. La première dame Grace Mugabe, qui prie ouvertement depuis des mois la succession de son époux, a elle été purement et simplement exclue du parti.
Ce journal se poursuit. Pour avoir commis des actes homosexuels, une trentaine d'hommes seront jugés à Lagos fin novembre. Il faut dire qu'au Nigeria, l'homosexualité est un délit passible de 14 ans de prison. Et entre violences policières et arnaques en ligne, les gays nigériens vivent dans la peur en permanence. Reportage. Il y a 2 ans, Daniel a été arrêté et menacé par des policiers alors qu'il marchait dans une rue de Lagos. La seule raison de son interpellation, son look efféminé. Relâché par la suite mais bouleversé par cette expérience, Daniel a choisi de changer ses habitudes pour passer inaperçu. Au Nigeria, l'homosexualité est un délit passible de 14 ans de prison depuis 3 ans. Une loi liberticide qui retranche les homosexuels dans la clandestinité. Les sites de rencontres spécialisés sont devenus le seul moyen de trouver un partenaire. Mais la police crée de faux profils, tout comme des arnaqueurs qui veulent faire chanter les homos. Pour déjouer les pièges, Walter a lancé un site gay où chacun s'échange des informations sur les personnes à éviter. On encourage les gens. Quand ils traversent une épreuve, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à internaliser la douleur. Nous leur disons « Non, ne faites pas ça, racontez votre histoire. C'est important pour les autres de savoir. » Certains homosexuels ont décidé de quitter le pays pour éviter la justice et les pressions familiales et religieuses. Mais pour la majorité restée au Nigeria, il n'y a pas d'autre choix que de vivre avec les risques. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a des gays dans ce pays. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les gens sachent que nous existons. Nous sommes ici, nous sommes homos, et nous sommes là pour durer. En août 2017, plus de 80 personnes ont été interpellées, accusées d'avoir commis des actes homosexuels. Personne au Nigeria n'a jamais été officiellement condamné pour homosexualité. Mais dans un pays où la justice est particulièrement corrompue, les associations dénoncent une loi qui encourage la corruption et l'extorsion. Puis le gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête sur des cas d'esclavage près de la capitale libyenne dénoncée la semaine précédente par un documentaire de la chaîne américaine CNN. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre du gouvernement. Samedi, 1 millier de personnes ont manifesté à Paris contre ces cas d'esclavage dénoncés. Dans un communiqué diffusé dimanche sur Facebook, le gouvernement libyen d'Union nationale, à travers son vice-premier ministre Ahmed Metig, a annoncé qu'il chargera une commission d'enquêter sur les cas de migrants vendus comme esclaves près de Tripoli, la capitale libyenne. Une enquête qui devrait permettre d'appréhender et soumettre les responsables à la justice. Un récent reportage de CNN montrant des migrants vendus aux enchères en Libye et largement partagé sur les réseaux sociaux, a provoqué une forte émotion, suscitant des réactions indignées en Afrique et à l'ONU. 1 millier de personnes ont manifesté samedi à Paris contre ces cas d'esclavage en Libye, dénoncés la semaine écoulée par un documentaire de la chaîne américaine CNN. Aujourd'hui, on s'indigne par rapport aux Africains qu'on est en train de vendre en esclavage. Et la communauté internationale n'en parle pas. Ce que nous voulons, qu'ils interviennent, qu'ils disent quelque chose par rapport à ce qui se passe en Libye, qu'ils arrêtent de soutenir les dictateurs en Afrique. Et moi, je pense que ça sera déjà le début de régler les conflits qui sont en Afrique. Nous, on n'a pas fait le choix de venir ici. On veut bien rester chez vous, mais on fuit les bombes qu'on nous ramène là-bas. Les manifestants ont répondu à l'appel de plusieurs associations. Le rassemblement s'est achevé sur les Champs-Élysées avec des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.